Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouilla, bonjour. Bonjour. Avec vous, je voudrais aussi parler de rentrée parlementaire. Elle arrive, elle menace. Bruit de bottes entendu aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Mais je voudrais avec vous commencer par la situation à Uvira. On parle d'un mort, de 9 blessés. Un mort, c'est un enfant de 7 ans. Cela s'est passé ce lundi. La population ne veut pas du chef d'état-major adjoint ou du chef adjoint de la 9e région militaire, le colonel Gassira. Gassita, est-ce que on comprend que... D'abord, pourquoi n'en veut-elle pas? Tout le monde le sait, mais pourquoi insister pour que... Dans une atmosphère de guerre, celui que la population ne veut pas reste en fonction. Bon, je crois qu'il y a, sur cette question, il faut savoir d'abord que le président de la République, qui est le commandant suprême de forces armées, analyse la question sous toutes les facettes. Et lorsque une décision comme celle-là qui a été prise, elle n'a pas été prise hier, c'est une décision qui avait déjà été prise pour désigner cet officier pour remplir cette mission. Vous savez que les militaires sont ceux qu'on peut envoyer partout. Ça l'a été pour des raisons bien précises. Je ne siège pas évidemment dans l'état-major général pour pouvoir vous dire toutes les raisons. Mais je crois aussi que dans les réactions que nous avons vues, nous savons que c'est une zone qui connaît une situation particulièrement sensible du fait justement de ce qui s'est passé à côté et de toutes les pressions qu'il y a autour, notamment avec les agissements du Rwanda et de sa brigade avancée en RDC qui s'appelle le M23. Mais l'idée ici est pour s'assurer que les uns et les autres s'alignent sur une dynamique globale, parce que nous sommes dans un contexte de guerre, dans une zone où malheureusement, on peut prospérer des discours qui peuvent faire les jeux de l'ennemi. Il y a une mission gouvernementale qui va s'y rendre très bientôt, une mission de haut niveau, pour écouter les uns les autres. Évidemment, c'est compréhensible dans un contexte comme celui-là, que parfois l'information n'arrive pas telle qu'elle devrait arriver, ou parfois il y a toujours une part de manipulation, mais je crois que la volonté du président de la République, au-delà de tout, c'est de s'assurer d'abord que la population, y compris particulièrement celle de Uvira en l'occurrence, puisse vivre en paix et puisse vivre dans un environnement apaisé d'acceptation de toutes les communautés, parce qu'il y a comme cette forme de cristallisation autour de la communauté Banyamulenge avec toute la manipulation qui vient après. Mais il faut considérer que pour le président de la République, cette communauté, comme toutes les autres communautés congolaises, doivent vivre en harmonie. Évidemment, il y a eu des cas, des tentatives, des récupérations de troubles consécutifs d'ailleurs à l'enterrement d'un officier qui était décédé. Mais je crois que toutes ces questions ont fait l'objet d'analyses approfondies au niveau de l'état-major, et je pense que la mission gouvernementale qui va se rendre sur place aura l'occasion d'écouter les uns les autres pour aller vers l'apaisement et nous assurer que nous n'ouvrons pas les champs à l'ennemi qui peut profiter justement lorsque cette unité dont on a besoin de manière cruciale en ce moment n'est pas consolidée. Vous avez utilisé le terme sensible, sensibilité rimant avec sérénité. Est-ce que dans cette zone où les balles crépitent de plus en plus et où on avait annoncé un front avançant vers la ville, il n'eût été pas plus judicieux, en ces moments troubles, de mieux comprendre ce qui s'y passe plutôt que d'imposer comme cela a été l'impression donnée à la population? Attention, je ne pense pas qu'il y a une tentative d'imposition. Je crois qu'il y a eu une forme de récupération politicienne par ceux qui pensent que les générales Gassita ne pouvait pas prendre le commande, prendre ses fonctions. Il pensait parce que du fait de ses origines, ou il pensait du fait du passé de cet officier? Bon, de toute façon, dans ce qui s'est dit sur son passé, en suivant le général Ekenge, je ne pense pas que tout ce qui a été dit est correct. Et je crois qu'il y a une mise au point de l'armée qui a été claire sur le soutien
témoigner à cet officier supérieur qui a été promu, y compris parce qu'il a prouvé qu'il avait des compétences pour faire ce travail. Mais d'autre part, ça vient dans un contexte où il y avait déjà comme une forme de surchauffe sur le sujet. Et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un terreau de manipulation avec toute cette infiltration du poison rwandais parmi nous et des gens qui parfois peuvent s'inventer des histoires, vouloir les lui attribuer. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes un gouvernement, nous sommes dans un contexte où nous voulons évoluer en parfaite adéquation avec notre opinion. Il se peut qu'il y a des raisons qui font que certains, pour de bonnes raisons justement, contestent la nomination de cet officier supérieur. La raison de la mission gouvernementale, c'est celle-là. Elle va écouter, elle fera rapport au commandant suprême, mais nous estimons que quels que soient nos avis par rapport à un choix comme celui-là, cela ne devrait pas se traduire par des villes mortes, cela ne devrait pas se traduire par des manifestations qui peuvent virer à la violence. On a déjà assez de violences dans cette région pour que nous ne puissions pas en avoir de plus. C'est ici l'occasion de lancer encore une nouvelle fois un message d'apaisement. Et vous savez, Christian, on parle beaucoup de Wazalendo, mais moi je voudrais d'abord que les uns les autres comprennent ce que ça veut dire Wazalendo. Wazalendo veut dire patriote. Et dans cette guerre avec le Rwanda, les munitions que nous avons ne sont pas seulement les armes. Les munitions, c'est notre attitude, parce qu'il ne faut pas oublier que le Rwanda fait du prétexte de la protection de la communauté Banyamulenge une raison de la guerre. Il ne faut pas que parfois dans nos agissements, que nous puissions prêter les flancs à cela comme s'il y avait une politique qui promeut ces discours, ces fameux discours de haine qu'on attribue en réalité pour justifier le caractère criminel de leurs activités en RDC. C'est pour ça que nous lançons le message d'apaisement, c'est pour ça que nous appelons les communautés dans un contexte comme celui-ci à se mettre ensemble. S'il y a des divergences, le gouvernement a une oreille attentive, on va écouter. S'il y a des décisions qui doivent être prises, elles les seront, mais nous appelons les uns les autres à la sérénité, nous appelons les Wazalendo qui sont de patriotes, qui ne s'engagent pas que par les armes, qui s'engagent aussi par leur attitude, de s'assurer, en tout cas les vrais Wazalendo, ce ne sont pas ceux qui peuvent faire prospérer une quelconque forme des discours de haine parce qu'ils sont patriotes, ils veulent se sacrifier pour la patrie. On attend donc les conclusions de la délégation interministérielle. Réunion interinstitutionnelle, j'en parlais, sur la situation sécuritaire du pays, mais aussi sur la rentrée parlementaire. Assurer une rentrée parlementaire sereine, on parle encore de sérénité, axée sur les priorités nationales, c'est-à-dire celles du peuple congolais, a rapporté en conclusion de cette réunion Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que tout ce qui était fronde contre Vital Kamerhe et Sama Lukonde appartient désormais au passé? Non, je crois qu'il y a toujours à redire, hein, lorsque vous êtes parlementaire, je l'étais, nous connaissons tous la pression avec laquelle arrive la rentrée parlementaire parce que nous venons des vacances parlementaires, il y a toujours des besoins croissants auprès de nos populations, il y a toujours cette forme de colère où on veut que les choses puissent avancer plus rapidement. Et dans cet élan, il y a évidemment des expressions démocratiques qui se font. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte démocratique où les uns les autres ont la liberté de dire, y compris ce qui ne marche pas à leurs yeux, sur les différents animateurs des institutions. Mais je crois que comme le président de la République l'a dit dans les rapports qui a été fait aujourd'hui, dans les comptes rendus qui a été fait de la réunion d'aujourd'hui, il faut que les uns les autres travaillent pour une rentrée apaisée. Oui, mais Christian Lusakone, je vais en arriver. On est dans un contexte où le pays, oui, mais la plupart des députés semblent se plaindre sur la manière. Je vais arriver sur la question des députés qui se plaignent. Mais ici, il faut noter d'abord, Christian Lusakone, permettez que je le dise parce que c'est crucial et important. On ne peut pas fragiliser l'unité autour du président de la République dans ces contextes où nous avions parlé d'Uvira en début de cette émission. C'est crucial. Et n'oubliez pas que nous sortons, c'est peut-être pas l'un des points de la discussion, d'un congrès de l'Union sacrée où tout le monde s'est accordé pour que nous puissions être unis autour du président de la République. La même union, donc, les députés de la même Union sacrée qui font que cette sérénité, ou cette nécessité de sérénité sera
rappelé par la réunion interinstitutionnelle. Ce manque de sérénité pour le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale vient de la même union sacrée. Explication. Est-ce que c'est le jeu de la démocratie, comme vous venez de le dire, ou est-ce que ce sont des raisons qui sont propres aux députés, bien loin des soucis des populations? Il ne faut pas qu'on aille dans des considérations outre mesure. Il faut considérer que nous sommes dans un contexte démocratique où les députés peuvent avoir justement de bonnes raisons en estimant peut-être que des choses auraient pu être faites d'une façon A, mais ne l'ont pas été faites. Mais c'est pour ça qu'il y a justement des cadres d'échange. Et les parlements, c'est vraiment le temple de la démocratie dans l'esprit du président de la République et de tout le monde. Ici, l'idée, c'est de nous assurer que nous préservons, au-delà de nos divergences, au-delà de nos frustrations, l'unité qui est nécessaire par rapport aux enjeux auxquels le pays doit faire face. Je parlais tout à l'heure de la guerre dans l'Est, le processus de paix, mais il faut regarder de l'autre côté. L'autre front que nous avons, c'est le front de la pauvreté, que nous devons tous combattre de manière unie. Et c'est pour ça qu'au cours de cette réunion, le président de la République a beaucoup insisté sur la synergie qui doit caractériser le rapport gouvernement-assemblée, notamment autour de réformes dont notre pays a besoin pour être sûr que nous donnons la réponse aux préoccupations de Congolais. Je pense que c'est les soucis principaux des élus, que ce soit au second degré au Sénat ou au premier degré à l'Assemblée nationale, et je pense que le gouvernement est aussi attentif à cela. Très attentif, il devrait l'être, surtout quand cette réunion parle de priorités axées sur les priorités nationales. Récemment, nous recevions à Tokyo Madame la Première ministre. On sait qu'il y a des directives qui doivent être rapidement mises sur pied pour qu'il n'y ait pas hausse des prix. Cela dépendra beaucoup des députés. Mais ces députés qui sont principalement d'Union Sacrée, la même Union Sacrée qui a rappelé, vous le dites, qu'elle doit rester ou unis derrière le président de la République, semble plutôt se soucier à ce stade des intérêts personnels des députés plutôt que ceux de la nation. Mais je ne suis pas sûr avoir entendu les députés, en tout cas, mettre en avant-plan ce que vous dites, quoique c'est une fonction qui nécessite, en tout cas qui subit beaucoup de pression du fait justement de la base, parce que les députés, je suis bien placé pour le dire, c'est peut-être les seuls interlocuteurs avec le président de la République que le peuple connaît, parce qu'il les vote directement. Est-ce que vous pensez que le député... La Première ministre en parlait, enfin, elle n'a pas voulu en parler, mais la question lui a été posée avec acuité, voteront rapidement une loi qui permettra notamment de maintenir le prix des denrées de première nécessité au niveau bas où ils sont actuels et à ne pas enregistrer une hausse rapide du fait de la suspension de la TVA à fin octobre. Il y a déjà un ensemble de mesures qui ont été prises qui font que mesures, sur certaines denrées... Elles s'arrêtent fin octobre. Oui, et elles doivent être réanimées par les députés, puisque le budget 2025 ne le permettait pas. Est-ce que ces députés seront aussi prompts, puisqu'on parle des priorités du peuple congolais, selon vous, dans l'état d'esprit qui sont le leur? De qui tiennent-ils leur mandat, les députés? Du peuple. Mais les députés ne feront jamais de choses qui contrarieraient la volonté du peuple. Les députés, on l'a vu dans le passé, en République démocratique du Congo, monnaient tout, et aujourd'hui pourraient se fâcher si jamais ce manque de sérénité au sein des deux assemblées subsistait. Je ne voudrais pas aller sur ce que vous avez dit en liminaire. Qui est malheureusement la grande tare de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je ne voudrais pas aller dans ce débat, mais Christian, il faut considérer les contextes globaux des difficultés, pour ne pas dire de pauvreté que nous connaissons, et des pressions que subissent notamment les élus. Je crois que cela ne devrait pas être présenté tel que vous l'avez présenté, mais bon, quoi qu'il en soit, ici, il faut considérer que nous avons tous une volonté. La volonté que nous avons, c'est de faire de notre mieux pour alléger au maximum les souffrances de populations congolaises qui sont les premiers électeurs à la fois des députés et du président de la République. Et nous, gouvernement, nous sommes l'émanation de cette Assemblée. Nous avons besoin, nous, pour réussir cet objectif, d'avoir une certaine sérénité. Les frustrations existent, nous sommes en démocratie. Peut-être que les frustrations peuvent être les ferments de réforme de demain. Il faut positiver sur ce qui se passe actuellement pour être sûr que nous puissions capter les messages essentiels, en tirer les conséquences au profit de nos populations. C'est bien là que les populations nous attendent. Vital Kamerhe ne devrait donc plus être celui qui empêche la politique du président de la République, selon certains membres de l'Union sacrée, à se matérialiser de meilleure manière. Lui s'exprimant plutôt, on l'a vu récemment, pour la tenue d'un dialogue, d'autres n'étant pas du même avis?
Bon, écoutez, je crois qu'on ne va pas refaire les débats sur le rôle des uns des autres. Il faut considérer que nous sommes, nous, dans un contexte démocratique, mais nous tous, nous connaissons la ligne du président de la République et je ne pense pas que le président de l'Assemblée nationale ou les élus voudraient se dérober de cette ligne parce que nous avons tous refait j'allais dire l'engagement de l'AET envers le président de la République au terme du dernier congrès de l'Union sacrée. Je pense que cet engagement nous oblige chacun là où nous sommes, quelles que soient nos couleurs politiques, mais nous avons fait le choix de la couleur de l'Union sacrée de la République démocratique du Congo, que nous puissions tous où nous sommes appuyer l'action du président de la République. C'est bien cela l'essentiel. Avant de parler de Genève, là où nous sommes pour le moment, puisqu'on parle de guerre, puisqu'on parle de cohésion et de dialogue, Doha et Washington, on en est où ? Écoutez, il y a eu la deuxième réunion du mécanisme de supervision il y a moins d'une semaine à Washington. Les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo y étaient, où on a noté évidemment une lenteur dans l'application de ce qui a été prévu dans l'accord du 27 juin. Il y a des discussions qui se tiennent encore pour le moment à Doha. Je n'ai pas encore des détails pour communiquer à ces sujets, mais il y a une volonté au niveau de ces comités de supervision qui comprend à la fois les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine, la RDC et le Rwanda, de pousser davantage pour que nous puissions atterrir à Doha, parce que l'accord du 27 juin ne peut pas pleinement produire ses effets si le processus de Doha n'est pas terminé. Bon, d'ici là... Qu'est-ce qui bloque la transition vers la réunification du pays, la libération des prisonniers? Qu'est-ce qui bloque je ne suis pas sûr qu'il y a forcément des choses qui bloquent, parce que dans un contexte dans lequel nous sommes, les discussions ne sont jamais faciles. Mais parce que discuter à ces niveaux signifie concéder, signifie négocier. Quand vous parlez de la question de prisonniers, il faut regarder la question des mesures de confiance, telle que cela est noté dans la déclaration de principe de Doha, où on dit que cela doit se faire avec le CICR en accord avec les lois congolaises. Alors, si je ne connais pas le nombre exact de personnes qui peuvent être concernées par une quelconque forme de libération, ça peut prendre du temps parce que ça doit nécessiter une analyse individuelle. Ce n'est qu'un aspect. Bon, nous avons suivi les bruits inutile de ceux qui sont le supplétif du Rwanda à propos de ce qui se passe à Doha. De toute évidence, ce n'est pas ces bruits qui vont nous permettre de faire atterrir les processus. Si nous sommes allés à Doha, c'est justement parce que les frustrations ou les revendications qu'ils portent trouvaient un cadre où le gouvernement, le président de la République a envoyé des délégués qui sont disponibles pour écouter autour de la médiation, pour voir progressivement comment les solutions peuvent être apportées pour aller vers la solution. Et tout ça, malheureusement, ça prend plus de temps parce que chaque jour passé dans ces contextes, pour nous, est un jour préoccupant. Je n'ai pas besoin de vous refaire l'économie des crimes qui caractérisent la gouvernance des occupants actuellement, mais vous avez vous-même suivi la question de la gratuité et ces décisions complètement illégales. Et aujourd'hui, quand on parlera de Genève, on y reviendra, qui sont de nul et de nul effet, de dire qu'on va à nouveau demander aux parents de payer la gratuité, où on s'est réveillé un matin, on imagine qu'on peut créer une commission qui commence à administrer la justice dans un contexte où on veut se donner le pouvoir de faire des laissez-passer pour permettre aux populations de voyager. Je crois que tout ça, c'est des choses qui doivent vite s'arrêter parce que ce n'est pas normal, la situation actuelle dans laquelle vivent nos populations, et cette situation doit se terminer très rapidement, et c'est pourquoi nous voulons vite l'aboutissement de discussions de Doha. Mais attention, Washington dépend de Doha, qui lui-même dépend avec Washington du dialogue entre Congolais. Il y a deux points d'interaction, Christian Lusakoueno, c'est des processus qui sont complémentaires. Je vous donne un exemple, parce qu'on va parler de la question du retrait. Mais tous les experts savent, tous les rapports disent, en réalité, les M23, ce n'est qu'une brigade de l'armée rwandaise. Alors, comment vous pouvez traiter cette question-là sans traiter avec le Rwanda? Oui, même si le Rwanda, dans sa gymnastique habituelle, c'est de nier, de renier, de re-renier que le M23 n'est pas une création du Rwanda, mais on sait tous qu'ils sont reliés du fait du renseignement, du fait de munitions et de toutes ces choses. Je ne voulais pas parler particulièrement du Rwanda, même si tout le monde sait qu'il s'agit du Rwanda. Je disais Doha, Washington, le dialogue intercongolais, tout se tient. Washington, Doha et le dialogue intercongolais. Non, ça dépend. Je dois le dire non, parce que Washington
parle de Doha et parle aussi de solutions ou de cohésion interne qui viendrait du dialogue intercongolais. Pardon. Il faudrait que sur ces questions qui sont d'une extrême sensibilité, maintenir la pédagogie habituelle. La raison principale de la guerre, de la crise que nous connaissons, c'est une agression d'un pays étranger qui est établi par toutes les structures internationales, y compris par nos propres services. Et donc, à Doha, à Washington, c'est un processus bilatéral entre la RDC et le Rwanda. À Doha, c'est un processus où nos experts se sont mis à la disposition des supplétifs du Rwanda pour voir comment on règle les questions qui sont liées à l'agression de manière directe. Évidemment, on est dans un contexte où il y a besoin, dans un État comme celui que nous connaissons dans le pays, d'avoir une unité. Et de ce point de vue, il y a eu des propositions qui sont venues de l'ESSSNCO et d'autres propositions qui sont venues des confessions religieuses. Et toutes ces confessions ont eu l'occasion de voir le président de la République. Il y a une commission qui a été mise en place, le travail a été fait, il y a une feuille de route et qui va suivre son cours normal suivant. Une feuille de route qui exclut les personnes que le président Tshisekedi qualifie lui-même de Congolais à la sorte des autres. Attention, Christian Lusakoueno. Martin Fayulu a récemment dit, Martin Fayulu qui appelle à une plus large union, a récemment dit que le dialogue intercongolais doit intégrer tout le monde, y compris ceux que le président Tshisekedi dit ne pas vouloir intégrer. Christian Lusakoueno, attention. Ceux qui ont pris les armes, il y a déjà un cadre pour ceux qui ont pris les armes. C'est le cadre de Doha. Les discussions se font à Doha avec ceux-là, les pantins, comme on les appelait jadis, qui ont le soutien militaire d'un pays voisin pour tuer leurs propres frères. Donc c'est là, ce ne sont pas les là. Attention. La question, Christian, il faut qu'on aille de manière progressive, parce que si vous lisez la feuille de route prévoit notamment qu'on traite la question de ceux qui vont y participer. Et donc ici, il ne faudrait pas chercher à s'aimer la confusion là où il n'y a pas. Le président de la République est clair et formel sur l'idée qu'aucun Congolais qui l'est véritablement dans la chair, dans les sangs, dans l'âme, ne peut accepter de prêter ses services à un État étranger qui, depuis 30 ans, ne fait que tuer, massacrer des Congolais pour s'enrichir. On l'a bien compris, mais entre-temps, on a signé avec cet État, ça devrait se calmer, on doit signer avec Doha, et on doit, en interne, dialoguer. On dialoguera avec qui? Certains, vous le dites, sont du M23, sont des groupes armés. Doha, ce n'est que M23 et gouvernement. Ces groupes armés, on les traite comment? Et les autres, on les traite comment? Ceux qui sont à l'étranger, notamment. Attention, s'il vous plaît. Soyons méthodiques et pédagogiques dans ce que je disais. On traite la question bilatérale à Washington. Et du point de vue de Washington, depuis la signature de l'accord, il y a eu la déclaration de principe sur le cadre d'intégration économique régionale. N'oubliez pas qu'il y a ici la nécessité d'aller vers les causes profondes de la guerre. Washington, les causes profondes. Washington. Les causes profondes de la guerre, Christian, ici, c'est le pillage systématique. Nous sommes tout à fait d'accord. Ensuite, et solution est supposée être trouvée, notamment en renforçant un autre accord entre RDC et États-Unis, accord dont on ne voit toujours pas le bout non plus. Christian, soyons méthodiques. De toute évidence, tout ce que nous faisons avec le gouvernement américain, lorsque les choses seront prêtes, on communiquera dessus. Si vous suivez le président américain lui-même, il communique régulièrement à ces sujets parce qu'il y a des discussions qui sont en cours. N'oublions pas ici, quand je parlais du cadre d'intégration économique régionale, très peu ayant fait attention, il y a eu une déclaration de principe qui a été signée. Et donc aujourd'hui, au-delà des agissements que nous voyons sur terrain, au niveau du Rwanda, il y a déjà eu une notification de l'accord de Washington ou ratification. Il y a un processus qui s'est fait à ce niveau-là. Il y a le processus de Doha qui est évidemment délicat. Parce que la question de Doha, Christian, en réalité, on discute de la fin des supplétifs dans leur forme actuelle. Parce que ce soit notre Constitution, que ce soit la Charte de l'Union africaine,
que ce soit la Charte des Nations Unies ou d'autres mécanismes pertinents, on ne reconnaît pas l'existence d'une rébellion, d'une administration parallèle. Et c'est tout à fait délicat, les questions qui sont en cours des discussions maintenant à Doha, parce que nous savons les parrains qui pilote doit sûrement vouloir rendre les choses plus corsées. De toute façon, il y a un cas de discussion pour ça. Ensuite, il y a un cadre interne. Le cadre interne, il y a une feuille de route parce que on disait que le président ne voulait pas de la médiation de prêtres. On lui a prêté des intentions, mais les présidents fidèles à sa volonté de dialoguer l'ont montré. Il y a une feuille de route, il y a un plan. Je souhaite que les uns et les autres puissent lire la feuille de route. C'est elle qui, le moment venu, permettra d'établir les conditions de l'organisation de cette initiative, évidemment avec l'accord des services du président qui ont contribué, et puis voir la question des différents profils. Ça doit être clair. Il ne faut pas considérer que tous ceux qui sont de voix contestataires doivent forcément être à table d'une manière ou d'une autre, parce que s'ils n'y sont pas, le Congo ne devra plus exister, je ne pense pas. Merci pour autant de pédagogie. Mais l'objectif, c'est la paix. Y aura-t-il un accord avec les États-Unis, sans Doha, sans dialogue? Je crois qu'un accord avec les États-Unis, les discussions, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont en cours. On va y arriver parce que le président américain y tient autant que nous. N'oubliez pas que nous avons un partenariat économique avec les Américains qui font qu'aujourd'hui, les Américains sont à la recherche de ressources critiques qu'il y a chez nous. Y aura-t-il un accord? Parce que récemment, Top Congo a interviewé les investisseurs américains qui, eux, se disent prêts, sans accord. Ils ne cherchent que des garanties à venir... justement chercher ces minerais critiques. Tout est fait pour nous parce que la volonté du président de la République, c'est de développer ce pays avec tous les pays partenaires que nous pouvons avoir. Sans Doha, sans dialogue. Si les Américains peuvent eux aussi revenir en bonne et due forme et prendre place dans les enjeux qu'il y a en République démocratique du Congo, ils sont les bienvenus. N'oubliez pas qu'ils ont, eux, dans les cas de l'accord conclu avec le Rwanda, dit qu'ils étaient prêts à y mettre des capitaux. Et donc, il faut être positif. Nous pensons que nous allons aboutir sur tous ces différents processus. Sans Doha, sans dialogue. À ma connaissance, les dialogues dont vous parlez, ou Doha, n'est pas la condition pour que nous puissions avancer dans les discussions que nous avons avec les Américains. Mais évidemment, le deal que nous devons faire avec les Américains ne pourra véritablement prospérer que dans un contexte de paix. Il ne faut pas oublier que les deals en question ne se limitera pas que sur des Kivu, non. Nous discutons y compris sur des opportunités qui peut y avoir dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La majorité des investisseurs que nous avons rencontrés à Washington sont d'ailleurs plus intéressés par le Lualaba que par le Nord et le Sud Kivu. Voilà. Nous sommes à Genève. La raison de la présence de 4 membres du gouvernement s'explique. Le Congo voudrait que la tragédie de ces 30 dernières années, on a cité de nombreux massacres, soit instituée en génocide. Fallait-il 4 ministres pour ça? Ministre de la Justice, ministre des Droits humains, vice-ministre des Affaires étrangères, ministre de la Communication? Il va de soi parce que nous avons le rendez-vous principal ici. C'est qu'on y en aura mardi. C'est la 60e session du Haut Conseil de droits de l'homme. Il faut pas oublier que les Nations Unies a 2 pendants. Il y a les conseils de sécurité, qui est l'organe qui s'occupe des questions sécuritaires. Et puis, il y a les Human Rights Council, le Conseil de droits de l'homme, qui s'occupe de toutes les questions qui concernent le droit de l'homme. Et comme vous pouvez le voir, depuis les débuts de cette année, nous avons été très présents ici à Genève et nous avons y compris obtenu une résolution à l'unanimité qui avait d'abord décidé de la mission d'établissement de faits dont le rapport sera discuté demain. On a déjà les rapports préliminaires, les rapports que nous avons lus et sur lesquels nous avons réagi. Ensuite, pour lequel enquête pose problème. On a dit, on a parlé de son financement notamment. Oui, attention, mais évidemment, ce matin, nous avons eu une réunion avec les hauts commissaires. Évidemment, c'est dans un contexte général où les Américains ne sont plus très chauds à financer. Il y a des difficultés, mais je pense que nous avons obtenu, lui et nous avons convenu du fait que les processus ne pouvaient qu'être financés parce que les crimes qui sont commis depuis 30 ans à l'est de la RDC n'ont jamais, les coupables n'ont jamais véritablement été sanctionnés. Et ici, nous avons une opportunité historique parce que la résolution qui voulait cette mission d'établissement des faits a été adoptée de manière historique à l'unanimité. Nous étions là, vous aussi. Et donc, il y a des choses qui doivent avancer de ce côté. Il y a eu ces
rapport de la mission d'établissement de faits, sur lequel nous avons réagi parce qu'on a estimé, et de droit, qu'on ne pouvait pas faire une symétrie entre les forces armées de la République démocratique du Congo et un groupe armé supplétif porté par une armée étrangère. Nous avons vu et nous avons lu le rapport, encore une fois, des experts justement au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies sur le massacre qu'il y a eu à Rutshuru. Plus de 300 personnes. Human Rights Watch a été plus précis sur la nature, les origines de 140 personnes qui sont des Hutus. Parce que la communauté congolaise Hutu, c'est aussi l'une des communautés qui paye les lourds tributs de cette guerre. On n'en parle peut-être pas assez, l'occasion viendra. Et donc, on vient parler de cette question, mais en marge de cet événement, comme le président de la République l'avait déjà dit en interne. Il y a eu des colloques à Kinshasa. On a organisé, le FONAREF a organisé avec Siavar cette side event, pour dire en anglais, qui a permis aujourd'hui aux uns et aux autres de comprendre que lorsque nous parlons du génocide, nous ne parlons pas des choses imaginaires. Nous parlons des faits qui se sont déroulés dans des lieux précis, dans un intervalle de temps précis, qui ont ciblé des communautés précises, et vous avez eu l'occasion de suivre tous les détails aujourd'hui. Je pense que le même exercice pourra être fait à New York, parce qu'il y a besoin pour la communauté internationale. Que tout soit connu, que tout soit entendu, et que plus personne ne puisse dire on ne savait pas. Mais est-ce que la cause de la RDC qui milite pour la reconnaissance de ces génocides, au regard de ce qu'on a entendu, les Congolais parlent de génocide, les autres intervenants, y compris la MONUSCO, parlent plutôt de justice transitionnelle et d'autres formes de réparation. Est-ce que vous pensez que cette cause de la RDC peut être rapidement entendue? Et la cause est déjà entendue. Peut-être qu'on a peur, ou pour des raisons évidentes, on ne veut pas mettre les mots parce que les faits sont graves. Le rapport mapping, je pense que c'est un rapport des Nations Unies. Il en a été beaucoup question. Qui traîne dans les tiroirs depuis plus de 15 ans. Les massacres dont on a parlé récemment à Rutshuru, qui rappellent malheureusement le dit massacre de Kishiché, c'est des violations massives qui sont répertoriées. N'oubliez pas, il y a un intervenant qui l'a dit cet après-midi, avant qu'on arrive à parler des génocides, il y a d'abord des crimes graves qui sont commis. Et aujourd'hui, personne ne dénie les crimes graves qui ont été commis. Et aujourd'hui, il est important pour nous que pour de besoins de justice, pour de besoins justement des solidarités, et pour de besoins surtout de mettre fin à ces types d'agissements, qui est une reconnaissance de la communauté internationale, qui est, comme on plaide pour depuis quelques années, la création d'une cour spéciale qui permette de traiter tous les crimes commis à l'est de la RDC. La bonne chose ici, Christian Lusakeno, c'est que nous n'avons pas entendu les autres. Nous avons pris l'engagement, le président de la République, à travers notamment le FONAREF, qui est financé par la redevance minière, pour commencer à donner des solutions. En réalité, les Congolais meurent parce qu'ils ont une terre riche, et aujourd'hui, les richesses produites par cette terre doivent servir à réparer d'autres Congolais. Pour ça, on n'a pas attendu une recommandation extérieure, c'est parce que nous-mêmes, nous avons un processus interne qui nous permet de rassurer nos populations et de dire plus jamais seul et plus jamais ça. Tingui Tingui, c'était le 1er mars 1997. C'est prétentieux d'apprendre la vie à ceux qui la donnent. Extrait d'une chanson de Youssoupha, qui était d'ailleurs ici à Genève. Comprenez-vous qu'il soit difficile de démontrer ce que tout le monde sait, qu'il y a eu génocide en République démocratique du Congo, et de voir que beaucoup veulent se le faire démontrer? Mais Christian Lusakeno, fort malheureusement, c'est un peu cela aussi, la diplomatie. J'en discutais avec une diplomate il y a quelques semaines ou quelques mois. Je disais, mais la diplomatie, ça veut dire aussi grosse hypocrisie. Regardez, nous savions, et tout le monde sait, qu'il y avait des troupes rwandaises dans l'est de la RDC depuis bien longtemps. Et nous les disions de par nos rapports, mais les pays occidentaux principalement, ou même pire, certains pays africains n'ont jamais pu le dire. Mais parce que la diplomatie ne fonctionne pas comme le journalisme. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, et aujourd'hui nous savons que le monde est conscient de l'horreur qui continue malheureusement de régner dans quelques coins de la RDC. Nous faisons notre part dans ces cadres-là, dans le cadre du Génocost par exemple, et des activités du FONAREF. Mais n'oubliez pas, Monsieur Lusakeno, que nous avons un front judiciaire
qui nous avait permis d'obtenir de progrès, notamment dans la condamnation de l'Ouganda à la Cour internationale de justice. Malin, les Rwandais n'ont pas ratifié le protocole, n'ont pas ratifié le statut mais peuvent être poursuivis de Rome. Mais peuvent être poursuivis, a dit sur Top Congo FM Guillaume Gueffal, l'actuel ministre de la Justice. De toute évidence, il est serrant. Dans le grand débat avec deux anciens ministres des Affaires étrangères. Mais écoutez, justement, il apportera d'ailleurs, Guillaume Gueffal, son expertise dans le gouvernement, dans le domaine. Parce que le front judiciaire, pour nous, c'est un front à part entière. Parce qu'on parle beaucoup de redevabilité, même si certains pensent que dans les discussions à Washington ou à Doha, la composante judiciaire, redevabilité n'apparaît pas clairement. Mais elle apparaît lorsqu'on parle d'intégration conditionnelle. Mais ici, il faut considérer que tous les efforts se font en même temps. On a ce qui s'est fait au plan diplomatique, on a fait ce qui s'est fait au plan économique, on a ce qui s'est fait au plan judiciaire. Et Christian, nous savons que nous ne pouvons pas prétendre avoir une paix définitive et durable s'il n'y a pas de justice. Un diplomate nous a dit hier, ne rien attendre de la communauté internationale. Vous avez dit que des efforts ont été faits ça et là au Congo, mais personne ne voit les efforts faits dans le système judiciaire. On parle d'ailleurs même de révolution par le droit à faire. Est-ce que ce génocide à reconnaître ne doit-il pas d'abord être reconnu par nous et les efforts effectués par nous pour remplir toutes les conditions entendu ici, d'une justice transitionnelle qui ne permettra plus jamais que le droit soit bafoué dans notre pays? Les conditions doivent être créées. Il y a le plus important que nous avons ici, c'est la volonté politique. La volonté politique qui a voulu que le FONAREF puisse exister, la volonté politique qui a voulu que nous puissions avoir l'événement de cet après-midi, qui a réuni les compétences, les meilleurs experts sur le sujet, et il y a un travail scientifique qui s'est fait. Il y aura une suite. Évidemment, pour que tout cela s'applique, il y a un effort à faire en interne. Nous avons un ministre de la Justice qui sort justement des méandres de cette justice internationale, qui pourra avoir en interne les efforts qu'il faut faire à ce niveau, mais se dire que Christian, sur ce qui concerne la réparation de victimes, sur ce qui concerne notre volonté de mettre fin à la guerre, sur ce qui constitue notre volonté de traduire les coupables en justice, il n'y a pas d'ambiguïté. Bon, maintenant, s'il faut compter sur les autres, la communauté internationale, évidemment, il y a d'autres questions, d'autres impératifs, et c'est pourquoi nous faisons ce travail des plaidoyers, et nous pensons que notre message, il est entendu, mais peut-être que les engagements ne suivent pas encore. C'est peut-être pas maintenant, mais ils suivront sûrement plus tard, et nous faisons ce qui, à notre avis, nous paraît juste. Et c'est bien que sur cette cause, on soit soutenu par Youssoupha, vous l'avez mentionné, et pas seulement, et d'autres artistes, et pourquoi pas des médias congolais. Les Arméniens ont attendu un siècle. La question, c'est pas de juxtaposer ou de faire de comparaison. La question pour nous, c'est de se dire, qu'est-ce que nous faisons pour nos victimes, pour leur mémoire. Il y a un travail de mémoire qui s'est fait en interne, il y a un travail de reconnaissance de génocide qui doit se faire à l'international parce que les Congolais, nous sommes conscients. Est-ce que vous avez fait un effort pour donner la parole à des notables Hutus? S'ils doivent vous parler de Kishiché, s'ils doivent vous parler de ce qui s'est passé récemment dans le Rutshuru, des corps jetés dans les rivières, mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment les vivent-ils, eux, dans leur chair, lorsque non seulement qu'on vous attaque, on vous tue pour occuper vos terres? Ne les vivent-ils pas comme un génocide? Mais c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous savons, et dans le cadre du travail en cours, nous les faisons pour que les uns et les autres puissent les savoir et puissent tirer les conséquences qu'il faut pour que plus jamais cela ne se répète.